Les Grecs n'étaient pas seulement passés maîtres en géométrie, ils l'étaient aussi dans l'art des illusions d'optique. C'est pourquoi ils ont construit le Parthénon avec quelques inexactitudes. Lorsque Grok AI a été chargé de reconstruire numériquement le panthéon grec, les archéologues s'attendaient à une modélisation fidèle des ruines antiques. Les découvertes de Grok ont dépassé toutes leurs espérances. Le journaliste Jesse Waters a été le premier à révéler l'affaire. Et en quelques heures, les résultats se sont répandus dans les communautés de recherche du monde entier. Des chambres cachées, des rituels oubliés et des secrets de construction enfouis depuis plus de 2 ans ont été mis au jour grâce à ces données. Les ingénieurs restèrent silencieux. Les historiens remirent en question leurs manuels. Ce que Grok découvrit sous le marbre à l'intérieur des colonnes et sur le sol sacré n'était pas seulement surprenant, cela changea à jamais notre compréhension de la Grèce antique. Terre sacrée. L'Acropole d'Athènes est un symbole de la civilisation grecque antique depuis des millénaires. S'élevant à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce rocher calcaire a abrité certains des édifices les plus importants de l'histoire de l'humanité. Mais bien avant que les célèbres bâtiments que nous connaissons aujourd'hui ne prennent forme, cette colline servait d'espace sacré pour les rituels, les offrandes et le culte divin. Au VE siècle, avant J.C., Athènes était sortie victorieuse de l'invasion perse. La ville devait être reconstruite. Sous l'impulsion de Périclès, un ambitieux programme de construction fut lancé en 447 avant Josephus. L'élément central de ce programme était un temple colossal dédié à Athéna, la déesse protectrice de la ville. Ce temple connu sous le nom de Parthénon fut conçu par les architectes Iktinos et Kallikratis. La structure principale fut achevée en seulement 9 ans, les travaux de décoration se poursuivant pendant plusieurs années supplémentaires. Le Parthénon fut construit à l'aide d'énormes blocs de marbre pentélique extraits du mont Pentélique à environ 6 km d'Athènes. La colonnade extérieure comportait 46 colonnes doriques, chacune mesurant 10,4 mètres de haut. À l'intérieur, la cella abritait une imposante statue d'Athéna en or et en ivoire, œuvre du sculpteur Phidias. Le temple mesurait 69,5 mètres de long et 30,9 mètres de large, ce qui en faisait l'un des plus grands temples doriques jamais construits. Cependant, le Parthénon impressionnait bien plus que par ses dimensions et la beauté de son marbre. L'édifice intégrait des procédés optiques sophistiqués. Les colonnes étaient légèrement bombées en leur centre une technique appelée entasis, qui corrigeait l'illusion d'optique donnant l'impression que les colonnes droites s'amincissaient en leur centre. Le sol était incurvé vers le haut en direction du centre, afin d'éviter toute impression d'affaissement. Les colonnes d'angle étaient légèrement plus épaisses et plus rapprochées pour atténuer la luminosité du ciel en arrière-plan. Ces ajustements exigeaient une précision mathématique exceptionnelle et une profonde compréhension de la perception humaine. Le temple était orné de programmes sculpturaux qui racontaient des histoires de puissance divine et de supériorité athénienne. Le fronton se représentait la naissance d'Athéna, tandis que le fronton ouest illustrait sa lutte avec Poséidon pour la protection de la cité. Une frise continue ornait la chambre intérieure, représentant la procession des Panathénées, fête religieuse célébrée tous les 4 ans en l'honneur d'Athéna. À l'extérieur, 92 métopes illustraient des batailles entre dieux et géants grecs et amazones, lapites et centaures et grecs et troyens. Pendant des siècles, les érudits ont étudié chaque élément visible du Parthénon. Ils mesurèrent les angles, analysèrent les sculptures et débattirent des choix architecturaux. Pourtant, d'importantes lacunes subsistaient dans notre compréhension. Le processus de construction lui-même a laissé peu de traces écrites. Les architectes romains
n'ayant pas documenté en détail les techniques de construction grecques, les dommages ultérieurs causés par les guerres, les tremblements de terre et la pollution ont masqué les éléments d'origine. Les chercheurs modernes se sont appuyés sur les vestiges, mais une grande partie des systèmes internes et de l'histoire ancienne de l'édifice demeure obscure. Ces mystères ont fait du Parthénon un sujet idéal pour la reconstruction numérique avancée. L'IA Grok avait pour mission de traiter d'immenses ensembles de données, de reconnaître des motifs invisibles à l'œil nu et de prédire les éléments manquants en se basant sur des principes d'ingénierie connus. Lorsque les chercheurs ont fourni à Grok des numérisations détaillées du Parthénon et des structures environnantes de l'Acropole, ils s'attendaient à ce que l'IA comble les lacunes évidentes et crée une visualisation plus nette du temple tel qu'il apparaissait autrefois. La suite a surpris tout le monde. L'intelligence artificielle, Grok AI, a débuté son analyse en traitant des milliers de scans laser de relevés photographiques et de rapports archéologiques. Elle a cartographié chaque surface visible du Parthénon avec une précision millimétrique. En analysant la superstructure du temple Grok, a détecté des cavités inhabituelles au sein même des blocs de marbre des espaces qui ne devraient pas exister dans une construction en pierre massive. Ces cavités sont apparues à des endroits précis de l'entablement, la structure horizontale reposant sur les colonnes. Grok a identifié des interstices irréguliers derrière plusieurs triglyphes, ces stèles verticales rainurées qui alternent avec les métopes dans l'architecture dorique. La plupart de ces interstices portaient des traces évidentes de dommages ultérieurs ou d'érosion naturelle. Mais une cavité située derrière le 14e triglyphe, en partant du nord, sur le côté ouest du temple, présentait des caractéristiques différentes. Son ouverture était trop régulière pour être accidentelle. Cet espace mesurait environ 20 cm de profondeur et ne portait aucune trace d'érosion due aux intempéries ni de défaillance structurelle. Grok a recoupé ces données avec les rapports de fouilles des travaux de restauration menés en 2012. Cette année-là, les ouvriers qui démontaient l'angle sud-ouest du Parthénon ont fait une découverte remarquable à l'intérieur de cette cavité précise. En retirant le bloc de triglyphe, les archéologues ont trouvé de la terre intacte et des fragments de marbre remplissant cet espace étroit. Dans ce dépôt se trouvait une coupe en bronze peu profonde, appelée fiole, d'environ 22 cm de diamètre. À l'intérieur reposait un fragment d'os de pâte animale contenant un tube en bronze, probablement un instrument de musique appelé aulos. Des traces sombres de brûlure marquaient le sol autour de ces objets, témoignant d'un petit incendie localisé. La fiole en bronze n'était pas un récipient ordinaire. Son examen révéla qu'il s'agissait d'un modèle mésomphalique caractérisé par une protubérance centrale, ou omphalos. Des guirlandes décoratives de feuilles martelées ornaient ses faces intérieures et extérieures. Plus significatif encore, le rebord portait une inscription votive discrète en écriture archaïque dédiée à la déesse Athéna. La datation situe le bol au 6e siècle avant Jabshorur-C, soit au moins 100 ans avant le Parthénon. Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'histoire. Cette découverte a prouvé que les offrandes votives antiques n'étaient pas simplement exposées dans des trésors ou utilisées une seule fois, puis rangées. Cette fiole en particulier avait été soigneusement choisie parmi la collection d'objets sacrés du sanctuaire et apportée sur le chantier de construction dans un but précis. Les ouvriers qui bâtissaient le temple d'Athéna ont choisi d'accomplir un rituel avec un objet déjà imprégné d'une aura divine, ayant été utilisé pendant des décennies, voire des siècles, lors de cérémonies religieuses antérieures. L'emplacement de cette offrande était délibéré et symbolique.
La cavité se trouvait en hauteur dans la structure du temple, accessible uniquement en escaladant l'échafaudage en bois qui entourait l'édifice pendant sa construction. Les bâtisseurs avaient presque achevé les murs et les colonnes lorsqu'ils y déposèrent la fiole. Ils s'apprêtaient à poser le toit, dernière grande étape de la construction. L'emplacement à l'angle sud-ouest revêtait une importance particulière. C'était le seul angle offrant une vue directe sur la mer Égée, source de la puissance navale d'Athènes et théâtre de sa récente victoire sur les Perses. Grok-Panthaï a reconstitué les événements probables de cette journée de 438 avant Joc. Les ouvriers interrompirent leurs travaux alors que le temple touchait à sa fin. Quelqu'un, peut-être les architectes Iktinos et Callicrates eux-mêmes, apporta l'ancienne fiole du trésor du sanctuaire. Ils escaladèrent l'échafaudage jusqu'à l'angle sud-ouest, portant le bol Lolos et de quoi allumer un petit feu. De ce point élevé, avec la mer visible au loin et le temple inachevé se dressant autour d'eux, ils accomplirent une libation, un rituel d'offrande de vin d'huile ou d'eau sacrée à Athéna. Lolos accompagnait la cérémonie musicalement, comme le voulait la coutume. Le petit feu brûlant dans l'espace confiné engendrait une fumée qui s'élevait vers le ciel, un message aux puissances divines. Il ne s'agissait pas d'un rituel d'invocation, mais d'un rituel de fondation accompli avant le début de la construction pour apaiser les esprits de la terre. C'était différent. Une offrande de remerciement pour la protection divine durant la construction et une demande de grâce divine pour l'achèvement des dernières étapes. Après la libation, les ouvriers scellèrent la fiole, Lolos et la terre brûlée derrière le bloc du triglyphe. Le bol de bronze resterait caché dans les murs du temple, offrande permanente connue seulement de ceux qui l'y avaient déposé et de la déesse elle-même. Pendant 450 ans, le secret demeura enfoui dans la pierre. Mais ce n'était pas le seul objet caché que Grok allait découvrir. Vase oublié. Alors que Grok poursuivait la cartographie de la structure interne du Parthénon, 2 autres cavités contenant des objets en bronze furent identifiées. Ces 2 découvertes avaient été faites lors de précédentes campagnes de restauration, mais leur importance n'avait pas été pleinement comprise avant que l'analyse de Grok ne les relie. En 1986, des ouvriers restaurateurs, examinant l'extrémité, et du temple découvrirent un bol en bronze peu profond, coincé entre des blocs d'architrave. Ces larges poutres horizontales reposent directement sur les chapiteaux des colonnes. Contrairement à la fiole de 2012, ce bol était cabossé et endommagé. À l'intérieur, les ouvriers ont trouvé des traces de peinture rouge, appelée miltos, couramment utilisée par les bâtisseurs antiques. Le bol était manifestement un pot de peinture tombé accidentellement entre les blocs lors de la construction et qui s'y était coincé. Puis, en 1994, un autre récipient en bronze est apparu près de l'angle sud-est du porche ouest. Cette découverte a eu lieu lors de travaux de réparation de la structure murale intérieure. L'objet était un autre bol peu profond, ressemblant à une fiole, mais un examen plus attentif révéla qu'il s'agissait en réalité d'un fragment d'ancien kylix, une coupe à pied. La base et les anses s'étaient détachées, ne laissant subsister que le bol. Ce kylix est daté de 500 à 480 saves. Jean sait, ce qui le rend contemporain de la fiole de 2012. Son décor témoigne d'une nette influence perse. Il s'agit d'un style achéménide de la Grèce orientale qui se répandit dans les cités côtières grecques, entretenant des relations commerciales avec la Perse. À l'instar de la fiole, le kylix portait une inscription votive. Cette pièce a permis d'identifier le dédicataire comme étant Naouarchos, une personne qui avait offert la coupe à Athéna des décennies avant la construction du Parthénon. Le kylix présentait également des traces de peinture rouge miltos à l'intérieur.
Des taches de peinture marquaient l'endroit où il a été trouvé, confirmant que cette offrande sacrée avait été détournée de son usage initial comme pot à peinture par un ouvrier avant de tomber accidentellement dans la cavité murale. L'IA de Grock a analysé ces 3 découvertes et en a déduit un schéma. Les 3 vases en bronze étaient d'anciennes offrandes votives à Athéna, conservées dans la collection permanente du sanctuaire de l'Acropole. Les bâtisseurs du Parthénon avaient accès à ces objets sacrés et les ont réutilisés l'un pour des cérémonies religieuses, les 2 autres à des fins pratiques. Cela révéla un aspect important de la façon dont les anciens Athéniens concevaient leur relation au divin. Les objets sacrés n'étaient pas considérés comme trop saints pour être touchés ou utilisés. Au contraire, ils étaient perçus comme possédant un pouvoir spirituel accumulé qui pouvait être activé par le biais de rituels ou même par une réutilisation quotidienne au service du temple de la déesse. Un pot de peinture ayant jadis contenu une offrande à Athéna lui servit à nouveau en aidant les ouvriers à appliquer des enduits protecteurs sur sa nouvelle demeure. Peindre le temple devint ainsi une forme de dévotion continue. La reconstitution du Parthénon par Grock révéla que l'édifice fut construit par des individus qui ne faisaient aucune distinction entre tâches sacrées et tâches pratiques. Chaque tâche du mélange de la peinture à la mise en place des blocs de marbre s'inscrivait dans un cadre religieux. Les ouvriers n'étaient pas de simples employés de chantier, mais des participants à un dialogue permanent avec leur divinité protectrice. Pendant que Grock analysait les mystères internes du Parthénon, il traitait également des données provenant de sites entourant l'Acropole. Un ensemble de données, en particulier, a retenu l'attention de l'IA des scans et des photographies d'anciens graffitis découverts dans la région de Varie, à environ 19 km au sud-est d'Athènes. Les collines de Var, également connues sous le nom de collines de Braco, abritent plus de 2 graffitis anciens gravés dans des affleurements de marbre. La plupart de ces dessins ont été réalisés par des bergers et des gardiens de chèvres qui passaient de longues journées seuls avec leurs animaux. On y trouve des navires des guerriers, des animaux des bâtiments et diverses scènes de la vie quotidienne. Mais parmi ces milliers de gravures exceptionnelles, l'une d'entre elles se distingue. Le dessin représente un temple aux caractéristiques architecturales distinctes, une plateforme à degrés des colonnes latérales et un toit pointu. À côté de l'image figure une inscription en grec ancien à Hécatompédon Mykonos. Cela se traduit approximativement par l'édifice de 30 mètres de Mykonos, suggérant que la sculpture a été réalisée par une personne nommée Maïkon et représentant un bâtiment d'environ 30 mètres de long. Grock a daté l'inscription d'après le style de l'écriture. L'alphabet provenait d'une forme utilisée à Athènes au Xe siècle, avant Juhulce, soit au moins 50 ans avant le début de la construction du Parthénon, en 447 avant Jukwantse. Mais cette datation posait immédiatement problème. Si Maïkon a réalisé son dessin avant la construction du Parthénon, quel édifice représentait-il? Le terme « Hécatompédon » apparaît dans des documents financiers athéniens antiques antérieurs à l'invasion perse de 480 EV. Ces documents mentionnent un hécatompédon sur l'Acropole, utilisé pour entreposer des trésors sacrés. La nature de cette structure a longtemps fait l'objet de débats parmi les érudits. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un véritable temple. D'autres soutenaient qu'il s'agissait simplement d'une cour ouverte ou d'une partie d'un autre bâtiment. Les graffitis de Maïkon en ont apporté la preuve visuelle. Il a sculpté un temple complet doté d'éléments architecturaux précis sans cour ni annexe de stockage. Ces proportions correspondaient à celles des temples de la période archaïque. L'emplacement du site de sculpture offrait un autre indice.
Du haut des collines, l'acropole se dessine nettement à l'horizon. Mykone a probablement dessiné ce qu'il voyait au loin. L'IA Grok a comparé le dessin du temple de Mykone avec les vestiges archéologiques de l'acropole elle-même. Le musée de l'acropole abrite des fragments de sculptures en marbre et des éléments architecturaux antérieurs au Parthénon, portant des traces d'incendie et de destruction délibérée. Ceci s'explique par les documents historiques découverts par les experts qui confirment qu'en 480 avant Jacques C. Les forces perses du roi Xerxès s'emparèrent d'Athènes et incendièrent l'acropole. Les Grecs évacuèrent la ville avant l'arrivée des Perses, emportant avec eux leurs biens les plus précieux. Mais de grandes structures et de lourdes sculptures subsistaient. Lorsque les Perses incendièrent les bâtiments, le marbre se fissura sous l'effet de la chaleur intense et les éléments en bois furent entièrement consumés. Après que les Grecs eurent repris leur ville et vaincu la flotte perse à Salamine, ils revinrent et trouvèrent l'acropole en ruine. Pendant des décennies, les Athéniens ont laissé une grande partie des destructions intactes comme un rappel de l'agression perse. Ils ont enfoui les sculptures endommagées et les fragments architecturaux dans des fosses creusées, à même l'acropole, les traitant avec respect, comme des objets sacrés, même en ruine. Ce sont ces fragments enfouis qui sont aujourd'hui conservés au musée de l'acropole. Grok a analysé le style architectural de ces fragments pré-parthénons. Nombre d'entre eux présentaient des caractéristiques communes aux temples construits entre 570 et 480 c. L'IA a comparé ces éléments aux temples figurant sur le dessin de Mykone et les proportions correspondaient. Les experts étaient sans voix. L'emplacement des colonnes correspondait. Même la base de la plateforme à gradins correspondait aux vestiges de fondation que les archéologues avaient précédemment découverts sous et autour de l'emplacement actuel du Parthénon. Cela bouleverse l'histoire. Le simple graffiti de Mykone, longtemps considéré comme l'esquisse d'une idole de berger, était en réalité un témoignage. Il avait gravé une image du temple originel d'Hécatomète, alors qu'il était encore debout, probablement au début du VIe siècle, avant Jarmoacé. Cela confirmait l'existence d'un temple majeur dédié à Athéna au sommet de l'acropole, au moins 50 ans avant le Parthénon, un temple si vaste et si impressionnant qu'un berger sculptant des images, à 19 km de là, choisit de l'immortaliser dans la pierre. Lorsque Périclès lança son programme de reconstruction en 447 av.c. Les architectes ne partirent pas d'un terrain nu. Ils commencèrent avec des décombres des sculptures enfouies et les fondations de l'Hécatomète détruites. La décision de construire le Parthénon au même endroit était délibérée une affirmation qu'Athènes renaîtrait de ses cendres plus magnifiques encore qu'auparavant. Voie de pierre. Les ouvriers qui ont construit le Parthénon ont laissé bien plus que des vases de bronze et des pierres de fondation. Ils ont laissé des traces d'eux-mêmes inscrites dans toute la structure. L'intelligence artificielle, Grok a détecté ces traces en analysant des milliers de blocs de marbre individuels à la recherche de marques d'outils, de schémas d'alignement et d'anomalies de surface invisibles à l'œil nu. Les tailleurs de pierre de l'Antiquité ne disposaient pas d'outils électriques. Ils façonnaient ces blocs massifs de marbre à l'aide de ciseaux en bronze et en fer de marteau et d'outils spécialisés pour les travaux de précision. Chaque maçon développa des techniques distinctives, l'angle de ses coups de ciseaux, l'espacement entre les marques, la méthode de lissage des surfaces. Ces styles individuels agissaient comme des signatures. Grok a identifié au moins 47 motifs de marques d'outils distincts sur les blocs subsistants du Parthénon. Cela laisse supposer qu'une cinquantaine de tailleurs de pierre ont travaillé au façonnage du marbre, probablement assistés par plusieurs ouvriers. Certains motifs n'apparaissaient que sur les blocs extérieurs,
tandis que d'autres étaient réservés aux éléments intérieurs témoignant d'une spécialisation. Certains maçons se concentraient sur les surfaces visibles, exigeant une finition parfaite, tandis que d'autres s'occupaient des éléments de structure où l'apparence importait moins. L'IA a également détecté des schémas dans la disposition des blocs. Les temples de la Grèce antique n'utilisaient pas de mortier. Les pierres étaient taillées avec une telle précision qu'elles s'emboîtaient par la seule force de gravité et de friction. Des pinces métalliques, en forme de papillon ou de hache, étaient insérées dans des rainures creusées dans le dessus de chaque bloc pour lier les pierres adjacentes. Ces pinces étaient fixées à l'aide de plomb, fondu coulé dans les rainures. Grock a cartographié l'emplacement de chaque vis de fixation dans la structure restante du Parthénon. L'espacement et le positionnement variaient légèrement selon la taille et la position des blocs. Cependant, certaines sections présentaient un espacement des vis de fixation exceptionnellement faible, ce qui indique que les constructeurs étaient particulièrement soucieux de la stabilité dans ces zones. La plupart de ces zones renforcées se situaient dans l'angle sud-ouest, là même où le dossier rituel avait été dissimulé. Cela laissait supposer que les contraintes techniques rejoignaient l'importance symbolique de cet angle perçu comme un lieu de pouvoir et de protection. Les bâtisseurs avaient sans doute compris que cet angle face à la mer et supportant le poids d'ensembles sculpturaux complexes de part et d'autre nécessitait un renforcement structurel accru. Leur offrande rituelle implorait l'aide divine précisément là où le génie humain avait relevé son plus grand défi. Au-delà des marques d'outils et des fixations, Grock décelait autre chose des traces d'erreurs et de réparation. Un tambour de colonne côté nord portait des marques de ciseaux, là où un maçon avait accidentellement creusé trop profondément, puis comblé soigneusement la tranchée avec de la pâte de marbre et remodelé la surface. Plusieurs blocs des murs intérieurs avaient été retournés ou pivotés, indiquant qu'ils avaient été initialement mal placés, puis ajustés. Une section du sol montrait des traces de démontage et de reconstruction partielle, probablement pour corriger une erreur de mesure. Ces imperfections révélaient que même les architectes et maçons les plus célèbres de la Grèce antique étaient humains. Ils commettaient des erreurs. Ils trouvaient des solutions. Ils ont adapté leurs plans lorsque la réalité a divergé de leurs desseins. Le Parthénon n'est pas né parfait d'un plan divin. Il a été construit grâce à l'expérimentation, aux erreurs et au savoir-faire accumulé et transmis de génération en génération par les bâtisseurs. L'analyse de Grock fournissait une description détaillée du chantier. Des centaines d'ouvriers occupèrent l'acropole pendant des années. Des échafaudages entouraient le temple en construction. Le bruit des marteaux sur les burins résonnait sur le rocher sacré. De la poussière de marbre recouvrait tout. Des grues en bois soulevaient des blocs de plusieurs tonnes et les mettaient en place. Des chariots transportaient les matériaux en haut de la route d'accès escarpée. Les superviseurs criaient des instructions. Des musiciens jouaient lors des moments rituels. Des animaux étaient sacrifiés à des étapes importantes de la construction. Et tout au long du processus, les ouvriers savaient qu'ils bâtissaient en quelque chose qui leur survivrait pendant des milliers d'années. Secrets enfouis. La dernière découverte majeure de Grock a eu lieu lors de l'analyse des données du géoradar sous le Parthénon. L'IA a détecté des anomalies dans le sol et la roche-mère suggérant l'existence de structures antérieures à la construction du temple actuel. Sous la partie ouest du Parthénon, Grock a identifié les vestiges d'anciens murs de fondation. Ces murs ne s'alignaient pas avec le bâtiment actuel. Ils présentaient un angle légèrement différent et étaient construits en calcaire plutôt qu'en marbre. L'analyse de datation de techniques de construction similaires sur d'autres sites a suggéré que ces fondations appartenaient au temple Hécatomète originel, dessiné par Mécon au 6e siècle avant G-C. Mais Grock découvrit autre chose sous la partie orientale du temple.
Plusieurs petites chambres d'environ 2 mètres carrés, chacune existait sous le niveau du sol. Ces chambres semblaient avoir été intentionnellement préservées et intégrées aux fondations du Parthénon plutôt que démolies. Les archéologues savaient que l'acropole avait servi de lieu sacré pendant des siècles avant la construction du Parthénon. Des offrandes, des dédicaces et des dépôts rituels s'y étaient accumulés. Lorsque les Perses détruisirent les édifices antérieurs en 480 avant J.O.C., les Athéniens enfouirent les sculptures et les éléments architecturaux endommagés dans des fosses creusées dans la roche. Ces fosses funéraires, appelées vestiges perses, ont été fouillées et leur contenu étudié. L'analyse de Grock suggère que certaines chambres situées sous le Parthénon étaient antérieures à l'invasion perse. Elles remonteraient au 7e voire au 8e siècle avant J.O.C., époque où l'acropole était encore en plein développement en tant que centre religieux majeur. Ces premières chambres pouvaient nous servir de trésors d'espace de stockage pour les offrandes votives, voire de petits sanctuaires. Lorsqu'Ictinos et Callicrates conçurent le Parthénon, ils choisirent de construire par-dessus ces chambres plutôt que de les supprimer. Ces espaces sacrés primitifs devinrent ainsi au sens propre comme au figuré partie intégrante des fondations du nouveau temple. Cela créa des strates de sacralité. D'anciennes offrandes enfouies sous l'architecture classique soutenaient et bénissaient la nouvelle structure depuis les profondeurs. Grock détecta une chambre en particulier qui semblait contenir un grand nombre d'objets métalliques. La signature radar indiquait la présence d'objets en bronze ou en fer empilés en une masse compacte. Cette chambre se situait presque directement sous l'emplacement où se dressait autrefois, à l'intérieur du temple, la statue d'Athéna en or et en ivoire de Phidias. La précision de cette position ne pouvait être fortuite. Les trésors enfouis dans les fondations étaient en harmonie avec le plus grand trésor exposé au-dessus Athéna elle-même. La richesse souterraine soutenait et reflétait la richesse visible à la surface. Grâce à cette découverte, les secrets du Panthéon furent révélés. Terre et ciel cachés et révélés antiques et contemporains, le Parthénon reliait toutes ses dimensions. Puissance et finalité. Après des mois de traitement et d'analyse, Grock AI a produit son rapport final. Le Parthénon reconstruit existait sous forme numérique, avec tous ses systèmes cachés, ses alignements solaires, ses chambres souterraines et son histoire de construction. Cependant, Grock ajouta un élément supplémentaire, une théorie expliquant la conception du temple. Il suggéra que le Parthénon remplissait simultanément 3 fonctions. Premièrement, il s'agissait d'un temple dédié à Athéna, une demeure pour la déesse, où des rituels pouvaient être accomplis et des offrandes présentées. Deuxièmement, il servait de trésor, où Athènes conservait ses richesses et les fonds communs de la Ligue de Délos, l'alliance des cités-États grecs menée par Athènes. Troisièmement, et surtout, il constituait une affirmation de puissance inscrite dans son architecture. Le Parthénon proclamait qu'Athènes contrôlait non seulement le territoire, mais aussi le savoir. Chaque élément du Parthénon renforçait ce message. Le marbre provenait de carrières contrôlées par Athènes. Les sculpteurs étaient athéniens ou travaillaient sous leur direction. L'argent provenait du tribut versé par les autres cités grecques à Athènes en échange de sa protection. Les administrateurs athéniens organisèrent les travaux. Une fois achevé, l'édifice se dressait sur l'acropole visible de toute l'Attique et des navires approchant du port du Pirée, rappelant à tous ceux qui le voyaient la suprématie d'Athènes dans le monde grec. Mais Grock a relevé un autre point que les historiens avaient négligé. Le Parthénon fut construit rapidement en seulement 9 ans pour la structure principale. Cette rapidité était inhabituelle pour les chantiers antiques qui prenaient généralement des décennies. Cette précipitation trahissait l'urgence. Athènes devait achever le Parthénon tant que Périclès était encore au pouvoir, tant que les fonds de la Ligue de Délos affluaient
et tant que la suprématie de la cité demeurait incontestée. En réalité, cette suprématie ne durerait pas. La guerre du Péloponnèse débuta en 431 Avgong, J. 7 ans seulement après l'achèvement du Parthénon. Athènes et Sparte s'affrontèrent pendant près de 30 ans, dévastant le monde grec. Athènes finit par être vaincue, capitula et entra dans une période de déclin. Si la construction avait été retardée, ne serait-ce que de quelques années, le Parthénon n'aurait peut-être jamais été achevé. Quelle découverte pensez-vous qu'il recèle encore? Et quelles autres structures antiques l'IA devrait-elle reconstruire ensuite? N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.